Bonjour à tous et bienvenue à Sauce qui peut, notre interview où on pose des questions avec des piments à l'intérieur. Notre invitée du mois, c'est Caroline. Salut Caroline, comment ça va? Ça va. Un peu stressé, mais ça va. Ok, tout va bien se passer. On est là pour passer un bon moment, manger un petit peu épicé. Tout va bien se passer. Je vais faire un petit résumé. Donc, tu es né le 3 février 1992 à Paris. Tu es dans une fratrie de 3. Donc, tu as une sœur Elisabeth, un frère Samuel et toi, tu es la petite dernière. C'est ça. T'as pas vraiment de surnom, à part le traditionnel Caro, j'imagine? J'en ai eu beaucoup, parce que c'est un kiff dans la famille de se donner les surnoms. Ma grande sœur m'appelle beaucoup la carotte, mais Caroline la carotte. ouais, juste la carotte. Ok. Après, mon frère, j'en ai d'autres, mais je préfère pas donner les surnoms. Ça restera dans la sphère familiale. Exactement. Tu es célibataire, tu aimes la saga Harry Potter, Ouais. les casse-têtes, la calligraphie, les dramas coréens et tu rêves d'aller au Japon. Selon tes proches, ton acteur préféré c'est Shemar Moore, Ouais, un acteur un d'adolescence. acteur en tout cas d'ado, le crush de l'adolescence de Caro, Exactement, c'est qui celui-là. joue Derek Morgan dans Esprit criminel. On vous mettra une photo pour que vous voyez un peu la bogossitude du gars. Exactement. Il y a de quoi faire, effectivement. Ta sœur nous a raconté qu'à 5 ans, après avoir regardé Superman, tu as essayé de voler depuis le haut du canapé Ouais. et tu t'es coupé la lèvre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était avec mon frère. On était sur le canapé, on sautait, on faisait Superman. Lui, mon frère, se mettait du haut du canapé, mais il sautait après sur l'assise. Moi, j'ai dit, bah, Superman, il vole, donc on va le faire vraiment. Et donc, j'ai vraiment plongé. Ben, juste la gravité, elle est toujours là pour moi, en fait. Et donc, j'ai fini direct au sol, pète la première sur le carrelage. Et donc, Excellent. lèvre T'as pas eu de dents en moins de... non, heureusement, j'ai pas eu de dents en moins, mais j'ai quand même eu des petits points de suture au niveau de la lèvre. Ça a parce marqué. que- Ouais. Quel genre de petite fille tu étais? Assez anxieuse. Je pense qu'il fallait pas grand-chose pour que ça me stresse et que ça soit un drame pour moi. Mais après, j'étais quand même assez souriante. Très bien. On va passer aux questions. Donc, je te rappelle Ok. le concept. 6 nuggets, 6 Ouais. sauces. Avant chaque question, on va mettre une sauce piquante, d'accord, qui va monter en graduation, d'accord? Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Ouais. Donc l'échelle de Scoville, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'échelle qui permet de mesurer la piquance de la sauce, d'accord? Donc on va commencer avec la première sauce, la sauce Egoa, qui est à 1500 sur l'échelle de Scoville, et on va aller jusqu'à la dernière, la Tsunami, qui est à 1 million, Ok. ok? Toi, c'est quoi ton rapport avec la sauce pimentée en général? J'aime beaucoup le pimenté. Donc, Ok, ça c'est ton côté... c'est origine les Marty, Antilles, les Antilles, le hein. piment, ouais, j'aime Ça fait beaucoup partie de manger ta vie, pimenté. quoi. Ouais. Ok, donc ça ne devrait pas être un exercice trop difficile pour toi. Non, mais la dernière, j'appréhende quand même, parce que malgré tout... Ok. Si jamais, un moment, un peu de coup dur, tu as à ta disposition du miel, Ouais. de l'eau, du lait, Ok. du yop, de la chantilly, bon, tout ce qu'il faut pour éteindre un peu et atténuer le feu. Ok. Mais normalement, ça va bien se passer. Ok. Ouais. Mais en plus, j'ai faim, donc ça tombe bien. Ça tombe bien, on est prêt. Alors, on va passer tout de suite à la sauce numéro 1. C'est la sauce Egoa. Alors, Donc, la sauce Egoa qui est à 1500 sur l'échelle de Scoville. j'ai Donc, du mal pour à sortir. Caroline, c'est du ketchup. Ouais, je pense. Donc moi, pour Oui. info, le piment est déjà mis sur les nuggets. Donc je mange et après tu poses la question? On mange tous les deux. Ça, Ok. je t'accompagne, on est parti. Ouais. Elle est bonne, mais... Un petit ketchup un peu relevé, quoi. On a demandé, voilà, à ta famille, à tes proches, de te décrire en quelques mots. Donc ta maman Rosine a dit que tu étais obsessionnelle pour tout. C'est clair. Ta sœur, elle a dit que tu étais une tête de mule, grande et gourmande. Ouais. Ton frère Samuel, il dit que tu es confiante, à l'écoute et brillante. Ouais. Et on a demandé à Janie, une très bonne amie à toi qui est ma femme par l'occasion, elle a dit que tu étais réfléchie, profonde et fidèle. Ok. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces qualités ou ces caractéristiques Je décrites pense par tes que ça proches? me décrit bien, autant dans la qualité. Le côté obsessionnel, c'est... alors pour ma mère, qui est très têtue, ça ressort obsessionnel, mais quand tu as deux têtus ensemble, ça paraît un peu... C'est juste que je suis assez méthodique dans ma manière de fonctionner. Une fois que j'ai une méthode, j'aime bien qu'on s'y tienne. Et donc quand on dérive, moi, ça me fait non, on a prévu un truc, on le fait comme ça, Ouais. et pas Pas trop autrement. d'imprévus, quoi. Non, j'aime pas trop, non. Ok.
Je suis du genre à faire les plans, à préparer, à avoir toutes les options, les hypothèses avant de me lancer dans quelque chose. Donc, On t'a demandé à toi aussi de te décrire un peu. Et donc, toi, tu te décris comme introvertie, souriante et limite psychorigide. parce que quand même, il faut être honnête. À ton avis, ça vient d'où de cette envie de contrôler les choses et comment ça se manifeste au quotidien? Enfant, j'étais quand même assez stressée, en tout cas au niveau scolaire. C'était un vrai stress. Je suis assez perfectionniste aussi dans certains aspects. Donc le côté un peu studieux, réfléchi et tout ça. Mais du coup, dès que ça dévie un peu du plan que j'ai fait, c'est assez compliqué pour moi à gérer. Donc le contrôle, ça me permet un peu de border les choses Mmh. pour que ça passe comme ça. Mais il y a un peu d'éléments où ma mère est pas du tout carrée. Ouais. Elle est très spontanée, elle suit un peu le truc comme ça vient, alors que moi, j'ai besoin d'un plan à l'avance. Et donc, je pense que c'est un peu la différence de fonctionnement a fait que je suis rentrée un peu dans ce côté très contrôle, Ouais. qui je ne recommande pas aux gens. C'est pas un fonctionnement qui est forcément très agréable au quotidien, mais C'est ta manière de fonctionner, quoi. ouais, je fonctionne beaucoup comme ça. Ok, on va passer à la sauce numéro 2. Ok. Donc, la sauce numéro 2, c'est la sauce sriracha. Voilà. Donc, piment assez connu pour ceux qui aiment manger un peu Ouais. pimenté. Je Donc, prends on est à la à petite cuillère, ça, mais... 15 000 sur l'échelle de Scoville. Je te laisse Alors. saucer ton nuggets. Je mets la dose, je suppose. Tu doses comme tu veux. Hop là. Alors. On est parti. Sauce sriracha. C'est parti. Là, comme ça va être bien. Ton enfance, elle est ponctuée par le divorce de tes parents quand tu as à peu près 7 ans. Ton père sera lors de votre vie et tu grandis sans papa, Ouais. sans figure paternelle. Où est-ce que tu as trouvé des repères pour grandir dans ta vie d'enfant puis d'adolescence? Ma mère, ça a été un vrai... c'est une force de la nature, quand même, ma mère. Donc, c'est folle. Ce divorce a beaucoup perturbé parce que c'était même avant mes 7 ans, la séparation. Et ils étaient déjà séparés avant ça. Donc, du coup, j'étais encore en primaire. Hein, enfin, donc, c'est quand même assez étrange. Mais ma mère, elle a toujours tenu la barre, quoi. Donc, elle s'est dit, là, je suis là pour mes enfants et puis on y va, quoi. Donc, c'est je suis assez admirative, en tout cas, de cette force-là. Mais il y a aussi ma grande sœur, parce qu'on a une grande différence d'âge avec ma sœur Elisabeth, que j'appelle Betty. Ça fait toujours bizarre quand j'entends les gens l'appeler Elisabeth. Mais... Appelons-la Betty. Mais ça a été une deuxième maman pour moi, ma grande sœur. Vous avez combien d'écart, du coup? On a 15 ans. Ok. Donc, ça a été une deuxième figure. Si j'ai mes figures parentales, c'est ma mère et ma grande sœur. C'est les deux personnes qui viennent en tête en premier. Et donc, c'est des gens hyper aimants, mais aussi s'il y a des choses à te dire, elles te le disent. Elles passent pas par quatre chemins non plus pour te faire comprendre quand tu fais des erreurs. Et ce côté grandir sans ton père, dans l'enfance et peut-être même à l'adolescence, est-ce que ça a posé un peu des problèmes Comment tu as vécu Je pense que, maintenant qu'on en parle, je pense que mon côté contrôle passe aussi là-dessus, parce que c'est difficile de grandir avec quelqu'un qui est censé être là et qui n'est pas là, et c'est quelque chose qui est pas prévu et dont j'avais aucun contrôle dessus, moi. Et c'était pas forcément en plus un père. Il a été présent un temps mais absent longtemps, et c'était pas quelqu'un qui était finalement hyper responsable il n'a pas pris ses responsabilités de parent. Et donc ça m'a un peu laissé un vide et une grosse colère, plus à l'adolescence. C'est surtout à l'adolescence que ça s'est un peu cristallisé, mais dans le sens où je savais que je pouvais pas compter sur lui. Et on parlait tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez fidèle. Moi, ça a une grosse blessure de savoir que quelqu'un n'est pas fidèle, dans le sens il n'est pas là, en fait. Il ne va pas au bout de son engagement de parent. Ça crée un vrai vide, en tout cas pour moi, en moi.
On va passer à la sauce numéro 3. Ok. La sauce numéro 3, c'est l'indienne. On est à 60 000 sur l'échelle de Scoville. Donc, je te laisse saucer la sauce numéro 3. Donc l'indienne, comme son nom l'indique, qui a des petites touches de curry et de mangue. Et donc on est à 60 000 sur l'échelle de Scoville. On est parti. Là. Ah, elle est bonne, celle-là. Super bonne. Donc toi, du coup, tu as grandi dans une famille chrétienne où la foi, ça compte beaucoup pour ta maman, qui chantait beaucoup de cantiques à la maison. Ah, mais tout le temps, encore aujourd'hui. Hein. Donc elle a élevé, comme tu l'as dit, ses 3 enfants toute seule, tout en travaillant et en étant impliquée dans son église. Ouais. Donc Roselyne, big up à toi. On t'aime tous très fort. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta maman et du rôle qu'elle a joué dans ta vie? Tu as déjà un peu répondu avant à la question, mais... Oui, mais en fait, le côté quantique, moi, c'est... elle passait... si je suis chrétienne, c'est en grande partie grâce à elle. Je pense qu'elle a amené ce côté-là où en fait, Dieu a toujours été un soutien. Et donc, ça a été un vrai modèle pour moi dans la foi de me dire... moi, je voyais pas que c'était compliqué d'être quand même... d'élever ses enfants seuls, ses 3 enfants seuls. Mais elle a toujours eu ce rapport, Dieu, c'était son rock, quoi. C'était son refuge et elle chantait tout le temps. Elle chante quand elle fait la cuisine, elle chante quand elle fait le ménage, elle chante, elle est tout le temps en train de chanter des cantiques. Donc c'est vrai que ça a été, si j'en suis là dans ma foi, c'est en grande partie grâce à elle, parce que c'est un vrai modèle que, voilà, autant quand ça va bien que quand ça va mal, Dieu est là, en fait. Ça n'a jamais été un doute, en tout cas, la présence de Dieu n'a jamais été un doute dans ma vie. Qu'est-ce que tu admires chez ta maman? Comment En tout cas, qu'est-ce que tu aimerais peut-être imiter de sa personnalité ou prendre exemple pour toi pour plus tard, ou même si un jour t'es maman ou pas? Ah, c'est compliqué. Après, comme je disais, j'aime beaucoup sa force de caractère et elle s'accroche, en fait. Je trouve qu'elle a une relation avec Dieu qui est hyper inspirante. Et de pouvoir s'accrocher à lui dans les moments où moi, je suis pas parfaite. Hein, Dieu, j'oublie, je suis un peu pris dans mon rythme de vie. Et alors que ma mère, elle m'a beaucoup rabâché dans mon enfance et je la remercie, mais prie. Demande à Dieu, prie, pose-toi, lis la Bible, des choses comme ça. Et que, en fait, elle m'a donné de savoir que Dieu, c'est la vraie boussole, quoi. Ouais. Et que ce soit dur ou simple. Toi, tu as toujours connu Dieu, du coup, par ta maman, donc et son exemple de foi. Tu t'es fait baptiser ici, à l'église de la Brie, il y a 7 ans. Tu avais 24 ans à l'époque. Donc, vous pouvez voir ou revoir, en tout cas, le témoignage de baptême de Caroline sur la chaîne Église de la Brie et d'autres témoignages de baptême en général. Qu'est-ce qui t'a amené au baptême? Et surtout, une question, pourquoi à 24 ans, quand tu as grandi dans une famille chrétienne, en général, on se dit que le baptême arrive un peu avant, donc pourquoi si tard, entre guillemets? On l'a dit que j'étais têtue et bornée. Dieu a toujours fait partie de ma vie. Mais il y avait ce côté-là où je faisais une résistance, je bordais, j'en ai pas besoin, quoi. Enfin, un peu, c'est moi qui contrôle tout et qui gère tout. Je vivais vraiment ma foi, en fait. C'était pas je vivais vraiment ma foi, mais j'avais cette résistance et un peu de défi. Je défiais un peu. Je fais non, j'en ai pas besoin, quoi. En fait, j'ai pas besoin. C'est pas à Dieu me dire que je vais me faire baptiser, alors qu'en fait, si, tout à fait. Complètement. Donc ça a été un baptême bien plus tard, mais par obéissance, un peu le truc de j'arrête d'être dans ce contrôle permanent sur des choses où en fait, il sait ce qu'il y a de mieux pour moi. S'il me l'a demandé, c'est pas pour rien. Donc c'est un peu un côté, je baisse les armes. Travail de lâcher prise, quoi. Ouais. Ok. Ce qui est un gros défi pour moi, de lâcher prise. On l'a bien compris. On va passer à la sauce numéro 4. Donc la sauce numéro 4, c'est la sauce tonnerre. Et on est à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Donc à partir de maintenant,
les sauces sont déjà sur les nuggets. Donc, si jamais tu touches les sauces avec tes doigts, d'accord, évite de te frotter les yeux parce qu'on n'a pas d'équipe de secours. C'est très clair. Donc, on est parti. Sauce numéro 4, la sauce tonnerre. 100 000 sur l'échelle de Scoville. C'est du habanero jaune. C'est pour ça que vous ne voyez peut-être pas la caméra, mais je vous assure qu'ils sont imbibés. Ouais. Ah, j'aime pas la habanero. C'est pas le meilleur. Ah, c'est pas bon. Ça pique et c'est pas bon. Ah, c'est acide le truc. C'est même pas le piquant, mais le côté acide de la sauce. Il y a un goût métallique un peu. Ouais, non, ça j'aime pas. Pour tes études, tu as fait un bac scientifique. Ouais. Ensuite, une première année de médecine, puis un master en psychologie, gérontologie. Tu travailles aujourd'hui comme psychologue, neuropsychologue, dans un hôpital au service de rééducation adulte et gériatrique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier de psychologue, neuropsychologue? Alors, la science m'ont toujours passionnée, j'ai toujours été passionnée de science. Et ce qui m'a d'abord orientée sur la médecine, c'est que je voulais faire de la neurologie. Parce que le cerveau, je trouve ça hyper fascinant, comme quoi ce truc peut faire des personnes complètement différentes. Et ça m'a toujours fascinée, donc je m'étais orientée plutôt sur de la neurologie. Et puis les études de médecine, finalement, j'y m'y retrouvais pas dedans. Et en fait, plutôt que comprendre, on avait un cours sur de la psychologie médicale et j'avais trouvé ça hyper passionnant et j'ai un peu creusé. Et j'ai découvert un peu la neuropsychologie comme ça et un peu, donc c'est ce qui m'a plongée. Et puis en fait, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des gens autour de moi qui viennent me demander conseil quand ça allait pas. C'était assez naturel en tout cas d'avoir cette position-là. Et donc en quelques recherches, assez rapidement, je me suis orientée sur la psychologie. Donc psychologie, gérontologie, donc avec les personnes âgées, en gros. Comment tu gères les histoires compliquées des patients plutôt en fin de vie C'est finalement... Il y a des moments difficiles, parce qu'il y a des histoires assez dures. Mais en fait, c'est hyper inspirant de voir la résilience de beaucoup de mes patients, de voir à quel point, avec des choses difficiles, ils se relèvent et qu'ils sont prêts souvent à faire ce travail-là, de dire on continue, surtout dans des cas de rééducation, des choses comme ça, où il faut quand même se remettre littéralement debout. C'est assez inspirant. Mais ça reste, il y a des histoires et des situations qui sont profondément tristes. Donc, parfois, je gère en étant 1 heure dans ma voiture avec de la musique, juste pour me vider la tête et laisser ça dans ma voiture et pas le ramener chez moi, ce qui n'est pas toujours facile. Il y a parfois des situations qui nous touchent plus que d'autres. Mais je le vois toujours plus comme une inspiration. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir ou te motive dans ton travail? De voir les gens aller mieux. Ouais. Parce que sur des services adultes, je travaille beaucoup avec des patients après des AVC, des choses comme ça. Toujours la semaine euro, mais qui, malgré l'épreuve que c'est lourd, la rééducation après un AVC, en fait, qu'ils aient toujours envie de vivre et qu'ils aient toujours envie de se battre. Et de voir les gens passer sur une phase où leur vie a un peu basculé, ils sont tristes, en colère, déprimés de toute cette situation, et en fait, les revoir, en fait, d'avoir cette fleur qui se remet à s'ouvrir, en fait, je trouve ça assez beau et hyper encourageant. Donc, J'imagine que dans tes patients, tu as des gens croyants aussi. Ouais. Donc, est-ce que ça t'arrive pendant les consultations d'évoquer la foi, de prier avec tes patients Est-ce que Dieu entre un moment dans tes consultations? Est-ce qu'il y a... Alors, si c'est quelque chose, c'est une foi qu'ils ont, ça fait partie d'eux. Donc, c'est quelque chose que je peux aborder, mais ce n'est pas un sujet que moi, je vais aborder, que je vais lancer. Il faut que ça soit quelque chose qui vienne d'eux. Parce que parfois, la foi que j'ai n'est pas la même que d'autres patients, mais la foi fait partie intégrante en fait, de la vie de quelqu'un. Donc ça peut arriver, oui, que la question de Dieu vienne sur le sujet. C'est très rare que je suis amenée à aller jusqu'à prier avec un patient, mais ça arrivait quelques fois, mais c'est parce que c'était une demande d'eux et c'était important pour eux.
Mais c'est jamais quelque chose que je vais apporter et que je vais imposer, en tout cas. C'est pas un sujet que je vais imposer aux patients. Ok, Il faut très que ça bien. fasse déjà partie d'eux pour que je l'aborde. Ok. On va passer à la sauce numéro 5. Donc la sauce numéro 5, c'est la sauce Armageddon. Ouais. Donc, comme on son nom commence à l'indique, rentrer dans du on dur, va là. commencer à rentrer dans le dur. Donc on est à 500 000 sur l'échelle de Scoville. Ok. Armageddon. On est parti. C'est parti. À la découverte. La fille, elle est bonne. Celle-là, elle a Oh, par contre, retardement. Elle a retardement, celle-là. Ouais. Moi, je la connais, ça arrive. Je commence Du à coup, la je vais sentir en l'arrière-gorge. rapidement poser la question, comme Ouais. ça après je me débarrasse de ça. Un des choix les plus difficiles de ta vie, tu nous as dit de pardonner à mon père d'avoir fui ses responsabilités de parent. Mm. Dans quelles circonstances tu as décidé de lui pardonner? Parce qu'en fait, rester en colère, ça me bouffait de l'intérieur. Ouais. Il y a un côté où rester dans la T'es resté en colère rancune. longtemps? Oh oui. Tu dis ça a commencé un peu à l'adolescence, mais... Oui, oui, très longtemps. Je pense je commence à me défaire de cette colère pas longtemps après mon baptême. Pour donner un ordre d'idée, je suis restée vraiment adolescent, jeune adulte. Une bonne dizaine d'années. Hein. Et il y a un côté dans la rancune où... Ouais, ça, je le sens quand je parle. C'est la salive, dès que tu avales la salive. Moi, je prends un Donc, peu de miel, ça ouais. ne vous dérange pas. Il y a un côté où ben, dans la rancune, il y a un côté presque agréable de rester là-dedans, ça se nourrit, mais en fait, au bout d'un moment, ça bouffe de l'intérieur. Et en fait, j'en avais marre, et je pense qu'il y a aussi le fait enfin voilà, l'erreur, elle a été faite. Je vais pas refaire l'histoire. Et puis, le retour, il est... Il y a du miel, du lait, il est bon, n'hésite hein, pas. mais... De la chantilly, ça marche bien aussi. En fait, c'est le fond de gorge, hein. Ouais, moi, c'est la langue. La langue, je suis habituée, mais là, c'est Moi, je l'arrière-gorge, l'habituerai pas. Qu'est-ce c'est que le quelque pardon t'a appris sur toi et sur Dieu? Dans le cas de mon père, c'est qu'il y a des choses où, en fait, c'était pas de mon ressort, en fait. C'est de la... Enfin, c'est... Le problème vient... Enfin, ça venait pas de moi, le souci. Et du coup, ça n'avait pas de sens que je porte ce truc, alors que c'était pas moi qui avait créé le problème, en tout cas. Et aussi, le pardon, ça permet aussi ça m'a permis d'avoir un regard sur mon père bien plus bienveillant et me dire peut-être qu'il a fait le mieux qu'il pouvait, c'était pas à la hauteur de ce que j'avais besoin et ce que j'aurais attendu de lui, mais que voilà, de la même manière je suis pas parfaite, lui il n'est pas parfait, donc je lâchais prise là-dessus que oui, ça reste aussi un être humain et que voilà, il fait des erreurs, mais que je suis pas obligée de me traîner ce bagage-là toute ma vie, alors qu'en fait, il suffit juste que je le lâche, quoi. Comment tu vis ta relation avec Dieu aujourd'hui? Un peu comme ma mère. Comme je disais que ça a été un vrai modèle pour moi, mais Dieu, c'est un vrai refuge. Et c'est un peu le père que j'ai pas eu. Clairement. Il est toujours là, il est constant, il change pas. Et je peux tout lui confier sans être gênée de comment ça peut être pris et tout. Mais c'est le père que j'ai pas eu. C'est quelqu'un de solide et de fiable, quoi. Ce truc, c'est hyper important pour moi. Donc j'ai cette relation-là et j'ai aussi ce côté où parfois il est de super bons conseils. Enfin, pas parfois, tout le temps. C'est juste le parfois, c'est moi, mon besoin de contrôle qui fait que peut-être que je pourrais les gérer moi-même, mais c'est souvent c'est une source de conseils de fou, quoi. Ok, on va passer à la dernière sauce. Ok, là par contre je commence à appréhender. Juste avant, n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, ces interviews, à vous abonner à la chaîne de l'Église de la Brie pour voir les autres vidéos. Il y en aura une par mois, un interview par mois qui va sortir pendant toute l'année. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et voilà, partager cette vidéo autour de vous pour que ça touche un maximum de personnes. Est-ce que tu es prête pour la dernière sauce? La tsunami, oui, on est à 1 million sur l'échelle de Scoville. Ouais. C'est parti, on trinque pour la dernière. Allez. C'est parti. C'est parti.
Ça a l'air bien au début, mais... Ouais, c'est direct. Ah oui, ça vient. Mais en plus, elle est pas bonne. Je vous jure. Ouais, c'est pas... Mais ça... Oh, ça prend toute la bouche, en fait. OK. C'est genre là. Elle est métallique, piquante, il n'y a rien qui Ouais. va. Aucun plaisir à cette sauce. Oh la vache. En vrai, on fait... Attends, moi je Ah ouais, là, il faut que je prenne un petit truc quand même. Mais ça fait du bien, mais... Ma langue. Je m'attendais pas à ça quand même. Ça fait rien, le miel, en fait. Dans la chantilly, ça mange bien. Pose la question, je verrai si... À l'église de la Brie, tu fais partie du staff dans lequel tu es responsable de la compta, tu es trésorière. Ouais. Tu es aussi investi au Badaboom, donc pour les enfants en très bas âge, les bébés. Au Jump Plus Next, donc notre environnement pour les lycéens J'ai la chantilly, je peux pas. et les étudiants. Donc au final, il n'y a pas que des vieux dans ta vie. Il y a aussi des enfants, des ados, un peu tout type d'âge. Tu es quelqu'un de fiable, de loyal et d'intègre. Ah ouais, c'est carrément à la main. C'est ça prend, là. à la martiniquaise, quoi. Ah, mais là, j'ai pas le temps. Waouh, ça prend dans la langue, là, c'est... Et avis pour ceux qui vont passer plus tard, c'est quelqu'un qui aime le piment qui vous dit ça. Ouais. Donc tu es fiable, loyal, intègre. Ouais. Toutes les qualités d'une bonne comptable au final. Qu'est-ce que cet engagement pour Dieu t'apporte personnellement? Sur le côté... pardon, la question, c'est sur le côté trésorière ou sur le côté... Ouais, ton engagement dans l'église. L'engagement global. Waouh. Attends, il faut que je reprenne une petite inspiration. OK. Moi, sur l'engagement, je trouve... rien qu'avec mon métier aussi, je suis beaucoup touchée par l'histoire des gens. Et comme j'ai aussi, moi, de l'engagement, en tout cas pour les enfants, les lycéens, les ados et tout. Waouh. T'es triste? Non, pas triste. Très triste. Je trouve que c'est une chance de pouvoir grandir dans l'église et de grandir avec Dieu. Et je trouve ça hyper encourageant de voir des plus jeunes, en fait, être eux aussi touchés avec ça. Wow, c'est quelque chose, quand même. Bon, la goutonnée, c'est pas nouveau, mais... Wow. Ah, je m'attendais pas à ça pour la dernière. Les larmes aux yeux. Ah ouais. Qu'est-ce que je disais, en fait? Oui, je trouve ça touché que les plus jeunes puissent avoir Dieu dans leur vie de la même manière que je l'ai eu, en fait. C'est que ça a été un soutien incomparable, en fait. Ouais. Et pouvoir le transmettre et parfois aussi... Moi, j'ai grandi aussi dans l'église où le seul jeune, c'était mon grand frère, quoi. Et de pouvoir voir que là, ici, ils sont plus que ça, ils s'encouragent les uns les autres, je trouve ça beau. Et donc, pouvoir qu'ils aient ce que j'ai pas eu, moi, dans ce truc-là, vraiment, le côté, on était à plusieurs, ça me stimule et ça m'encourage beaucoup. Après... Ok. Wow. Autre question, du coup. Tu achètes un appartement à Pontoise en 95, donc de l'autre côté de Paris. Pour ceux qui ne situent pas un peu l'Île-de-France, vous avez Paris, vous avez Pontoise ici, et nous, on est vraiment de l'autre côté, quoi. Ouais. Je fais des kilomètres. Donc voilà, pourquoi tu fais autant de kilomètres pour venir ici, en Seine-et-Marne, à l'église de la Brie? Pourquoi ici particulièrement? Pourquoi tu sers ici? Pourquoi tu es dans le staff ici? En fait, c'est parce que le projet de base était à Montreuil quand j'habitais encore dans le 93. En fait, j'habitais dans le 93 et j'allais à l'église M9 à Montreuil. Et puis à un moment, il y a eu cette fusion des deux qui fait que Montreuil a été rattaché ici à la Brie. Et puis, c'est juste le boulot qui m'a envoyée dans le 93, mais j'étais toujours déjà très attachée à l'église et à ce qui vivait ici. J'ai créé des amitiés assez profondes ici. Et je trouve ça beau ce qui se vit, en tout cas au niveau de la foi dans cette église. Et donc,
voilà, je suis restée. Malgré les kilomètres, je suis restée parce que ça me parle et ça me fait toujours vibrer. Donc, Ouais. on continue. On verra la question des kilomètres et de l'essence plus tard. Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Je me prends beaucoup dans la tête. On parlait pas mal de contrôle, mais vraiment beaucoup moins. Avant, moins. La maturité doit jouer aussi un peu. Mais... Oui, mais dans la mesure où c'est qu'à 24 ans que je commence à pardonner à mon père, j'ai commencé. Il y a quand même des choses que j'ai gardées longtemps, donc ça m'a amené en fait cette espèce de sérénité. Bon, c'est comme ça, bah écoute, allons-y, on se retrousse les manches et puis on y va. Donc c'est plus ça que ouais, une sérénité, un lâcher prise en fait qui est bien plus facile à faire aujourd'hui. Pour moi que j'ai encore du boulot, hein, on va pas se défaire complètement du problème comme ça, mais beaucoup moins. Waouh, je commence à avoir. En tout cas, Caro, bravo, tu as réussi ton sauce qui peut. 6 questions. On est arrivé au bout, quoi, finalement. Même La dernière, elle arrache. Hein. Quelqu'un qui aime le piment. Pour conclure, on a un petit message de ta sœur qui nous a laissé un conseil pour toi. Alors, c'est un conseil en créole. Et vu que vous voyez bien, je ne parle pas créole. Donc, pour vous, on va l'écrire à l'écran. Comme ça, vous pouvez jouer chez vous en bas de l'écran. Amusez-vous à le dire en créole. C'est hyper phonétique. Je vais le dire comment je le lis. Hein. C'est phonétique. Chimberet Pamoli. Non, Chimberet Pamoli. Voilà, vous voyez, c'était sûr, j'allais dedans. Donc ça veut dire quoi exactement? C'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile. C'est un peu l'idée de tiens bon. Baisse pas les bras, lâche pas. Quoi. Tiens, bon, c'est vraiment quelque chose qu'on dit pour encourager quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile. Ouais. Il y a une chanson c'est le titre même de la chanson, mais qui est très belle et qui explique vraiment ça, ce côté où malgré l'épreuve, en fait, tiens bon. Ok. Tiens bon. Tu peux le redire une fois? Tiens Béret, pas molly. Ok. Tiens Béret, pas molly. Très bien. Ce sera le mot de la fin, mais juste avant, Janie, une très bonne amie à toi, du coup, t'as comparé un personnage biblique, donc elle a dit que c'était un personnage biblique, tu ressembles beaucoup à Myriam, donc la sœur de Moïse, une personne discrète, parfois dans l'ombre, pourtant présente, et qui a pris soin de Moïse. Donc elle dit, Janie, je cite, Caro, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, mais elle est toujours présente fidèlement et elle prend soin des gens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu crois que ça résume un peu bien ton trait de caractère? Ça me touche, mais ça résume bien. C'est vrai que ce qui est stressant aussi pour moi dans cette situation, c'est d'être mise en avant et je suis pas confortable. Mais j'aime bien prendre soin des gens. Ouais. On a fait des camps d'ados avec Caro. C'est vrai que souvent on dit, moi je veux être là, il n'y a pas de souci, je fais l'infirmière, je prends soin des bobos, je fais tout ça. Par contre, me demandez pas de faire des jeux et des animations, je suis pas là. Tout, je regarde de loin, je suis pas là. Une dernière question pour terminer, la question qu'on pose un peu à tous ceux qui passent ici. Est-ce que tu auras un conseil, tu peux regarder face caméra directement, un conseil à donner à quelqu'un qui démarre dans la foi? Un conseil. Il n'y a pas besoin de tout comprendre tout de suite. Par contre, ce que tu as compris, mets-le en pratique. Tu verras des changements de fou, mais il n'y a pas besoin de tout comprendre. Tu ne comprendras pas de toute façon tout de suite et il continuera à travailler des choses, à te faire comprendre des choses plus tard. Mais si tu essayes de mettre déjà en pratique les petites choses que tu as compris, ça peut déjà changer pas mal de choses dans ta vie. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé ce Sauce qui peut. On se retrouve le mois prochain pour un prochain interview. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. La dernière est quand même spéciale. Hein. Ah ouais.